Festival tout simplement hip-hop, 5e édition, on est avec Mathieu Rocher, Nicolas Venancio, fondateur du magazine Gasface et producteur, on va dire réalisateur plutôt du docu-reportage New York Minute. Comment ça va? Tout va bien? Super bien, ça va très bien, merci. L'accueil à Nîmes a été bon? Excellent, ouais. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. C'était quand la première fois là? C'était l'époque, c'est l'année où Obama a été élu. On est venu le jour où Obama a été élu. Et qu'est-ce que vous étiez venu faire? On était célébrer ça. Biggie Burger. Impeccable. Donc hier il y a eu au Carré d'Art Médiathèque la retransmission de votre documentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de l'accueil du public par rapport à ça? Il y a eu pas mal de monde. C'était plein, hein, c'était plein, il y avait des gens assis et tout par terre et tout sur les tables. C'était en exclusivité donc si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, on a diffusé la version qui a eu à la télé de 52 minutes parce qu'à la base c'est une série de 6 formats de 8-10 minutes pour le web. Donc voilà, là c'était la version long format et puis en fait ça m'a rappelé un peu la séance qui se passe chez nous à Lyon à la Pardieu, la salle UGC, il y a beaucoup de gens qui sortent, qui rentrent et tout. C'est un peu comme à Lyon à la Pardieu, quoi, le cinéma à la Pardieu, c'est ambiance, mais ouais c'était sympa. Et puis une avant-première quoi. Une avant-première et puis tout ce qui est de la réception, ouais, c'est cool d'entendre, d'échanger avec les gens, c'est toujours sympa d'échanger avec les gens, de voir leur perception, comment tu les touches, leur retour. On a parlé, il y avait une meuf qui était de San Francisco, tu vois, qui fait ses études à Nîmes. T'as des gens, toi, c'est plus ils viennent te voir, ils ont pas envie de poser la question pendant le petit moment de débat, ils viennent te voir après, tout ça, mais c'est vachement intéressant parce qu'on ne fait pas que pour nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept New York Minute, parce qu'à la base c'est une expression qui est couramment utilisée là-bas dans la grosse pomme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept? Yes, en fait la New York Minute c'est parce que c'est l'expression qui dit que ça va très vite, qu'apparemment c'est les mecs du Texas qui l'ont utilisé en premier et tout, puis c'était après ça a dévié sur des gags, c'était des armes qui disaient c'est le moment qui se passe entre le moment où tu arrives à l'aéroport et le moment où tu te fais braquer. Et puis c'est aussi la New York Minute qui peut t'arriver, genre bien comme en mal. Et du coup c'est aussi l'autre volet du projet, c'était la carte interactive de New York, avec des dizaines et des dizaines d'histoires sur justement un petit sélecteur d'histoires, comme ça tu te balades dans la carte et t'as les coups de pute, les coups de cœur, les coups de pouce, les coups d'arrêt, avec ouais, 360 degrés d'histoire de ce qui peut arriver là-bas, parce que c'est vraiment très typique de New York, c'est qu'à New York que ça peut arriver, parce que c'est comme dit hier, tu te fous au centre-ville à Léon, t'attends toute la journée, il se passe rien quoi. Il se passe pas grand chose, donc là-bas c'est le contraire. C'était le biais pour nous de rentrer dans la ville et de raconter un peu le milieu hip-hop qu'on a pu fréquenter avec le magazine. C'est par ce biais-là, par ce biais du truc qu'on appelle la New York Minute. Comment vous avez géré les contacts là-bas? Vous aviez déjà une trame avant de partir sur New York? Vous aviez déjà les contacts? Tout s'est fait sur place? Ou il y a eu un gros travail en amont? Il y a eu pas mal de travail en amont en fait, parce que justement par rapport au magazine, par exemple quand on s'est posé, qu'on avait trouvé le concept et qu'après on s'est dit on va faire des épisodes, on s'est posé dans un café avec Nico et en une heure et demie on avait quelque chose comme 8 épisodes possibles. Et Joël Ortiz par exemple, on l'avait vu il y a deux ans plus tôt, on s'était dit bah, c'est évident, c'est une histoire comme ça. C'est le phénomène de crew à New York. On s'est dit bah, ça serait l'histoire parfaite pour raconter tel qu'on voit le rap game. Donc ça c'est réglé, on a écrit d'autres trucs qu'on n'a pas pu faire parce que les mecs sont été en tôle ou ont disparu. Il y a des choses qu'on a fait là-bas complètement improvisées aussi, comme ce que tu vois à Times Square. Le gars on sortait du resto et puis on s'est rendu compte, il a vendu 2 CD à notre preneur de son qui s'est un peu fait déborder et tout, mais qui n'en avait rien à foutre. Mais l'autre avait tellement de baratins qu'il lui a vendu des trucs. Donc on s'est dit ah mais c'est mortel ce truc à Times Square, il y a un mec comme ça qui reste toute la journée, tout le temps, toute l'année, là où tout le monde passe en un éclair. Et donc c'est le seul résident en fait de ce coin où personne réside. Et ça c'est des mecs qu'on a vu complètement par hasard. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? G-Dep en fait, parce qu'on avait essayé plus ou moins 2 ans avant, 1 ou 2 ans avant, on avait essayé de le capter. Son manager avait demandé des thunes pour faire l'interview, tout ça, donc on avait complètement laissé tomber. Et puis c'est en cours de tournage qu'on a retenté parce qu'on venait de se faire un numéro de rendez-vous de suite à cause du mauvais temps, une espèce de vraiment de merde. Ça a marché quoi. 2 heures après on était avec lui là-haut dans le Bronx et du coup en 3 soirs on a fait l'épisode.
à peu près à la même heure, c'est entre 21h et 2-3h du mat. Mais en fait, ouais, c'est l'expérience du magazine. C'était prévu parce qu'avec l'expérience du magazine, on sait qu'on prévoit, on sait qu'il va y avoir plein d'improvisations sur place. Donc oui, on avait prévu de rencontrer des gens. Et sur place, on a fait des trucs qu'on avait prévus. Enfin, on a rencontré les gens qu'on avait prévus, puis aussi on a improvisé et fait des rencontres. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que tu fais ton calendrier et il est bouleversé une fois que tu vas sur place. Mais voilà, ce bouleversement, il était prévu, qu'on savait que ça allait se passer comme ça. Donc on doit improviser, être réactif, et puis c'est le challenge, voilà, c'est un petit peu excitant, ce qui fait que sur le moment, tu as de la pression, mais aussi c'est de la pression qui t'amène à être réactif tout le temps. Et je pense qu'il y a une espèce d'adrénaline que tu retrouves dans le projet, tu vois, une espèce de rush et tout qui traverse le truc. On se disait, bah tu vois, malgré nous, on va témoigner de ça, quoi. Voilà. Pour revenir sur le premier épisode, il y a un contraste assez violent, je parle au niveau psychologique, entre donc les jeunes qui vendent leur scud dans la rue, en plein New York, et donc on voit vraiment que ça galère, et avec tout ce matraquage de surconsommation au niveau des gratte-ciel, l'aspect publicitaire. Nous, en voyant un reportage, c'est ce qu'on a ressenti. Est-ce que vous l'avez ressenti dans la rue également? À un moment où vous filmiez ça, est-ce que vous avez vu ce contraste, vous avez essayé ce contraste là? Ouais, mais tu dis aussi c'est un peu ce qui les tient, quoi. Parce que tu dis que le rêve est vraiment fragile. De dire je vais vendre des CD dans la rue et je vais devenir une superstar. Tu vois, tu dis c'est vraiment un rêve fragile, mais en même temps ce rêve il est entretenu. Parce que le mec, quand il vend ça, quand il lève la tête, il voit la publicité de Puff Daddy qui est en géant et tout ça. Donc ça participe de son rêve de dire ouais, tu vois, c'est arrivé une fois. Et si tu veux, les deux, j'ai l'impression qu'ils sont liés quand même, quoi. C'est parce qu'on est sur un pays, une ville qui se fonde sur un mythe qui est le rêve américain. Et que voilà, ouais, ça les tient. Ce qui fait qu'en France, si tu pars comme ça en disant si tu pars, t'es dans la rue, tu vends tes CD, tu dis un jour je serai milliardaire, les gens vont me dire oh, t'es super optimiste, t'es naïf, t'es très con, tu vois. On déplace le curseur comme ça. Et là-bas, on dit bah bonne chance. Ça peut arriver, tu vois. Donc j'ai l'impression que les deux sont liés, tu vois. Ça les tient aussi, tout ce que tu vois là, ce surmatraquage et tout ça, bah, ça fait partie aussi, c'est une motivation qui les tient, quoi. Si vous deviez chacun juste garder un moment, capter un moment là sur le vif du reportage des 20 jours que vous avez filmé, ça serait quoi? Juste respectivement pour chacun. Moi j'en ai un, on va dire, ouais, c'est la dernière image, le dernier plan de JDEP. Parce que là, tu vois, ça c'est un plan par exemple, en filmant, on savait très bien ce qu'il représentait, ce que ça allait être à la fin, et l'histoire que ça racontait, la conclusion que c'était, quoi. Là j'ai un souvenir très précis de, tu vois, quand la caméra, quand tu sortais la caméra, elle a filmé ça, parce que je savais que, voilà, on m'a dit, ça je savais que ça allait être la fin de l'histoire, que l'histoire finalement a été comme ça, et j'ai un souvenir très précis de ce moment-là, parce que là, en le tournant, on réalisait toute la gravité du truc et que c'était glauque, quoi. Après on a fait, tu vois, là ça c'était dans le Bronx, après c'était super tard, on a fait le trajet retour, nous on dormait à Brooklyn, Williamsburg, et on a fait tout le trajet du retour. Je pense qu'il était assez tranquille et assez peu bavard, quoi, parce que je pense que tout le monde réalisait un petit peu ce qu'on était en train de faire avec lui. Dernière question, l'avenir pour vous deux, Mathieu, Nico. En fait on en parlait hier, du coup c'était qu'on était en train de préparer un nouveau docu qui va se tourner à New York aussi. On va aller tourner ça en décembre. Hier on nous a passé en fait à Nîmes le film sur Bernard Pandy, la rencontre avec Under Control. Et c'est un truc qu'on a filmé en moins de 24 heures en fait, une répète, un concert, une rencontre avec le groupe de beatbox qui était, je sais pas pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui étaient champions du monde en 2009. Et là ils viennent de sortir un album et tout. Et donc on a filmé ça à l'époque, c'était vraiment même pas prévu, quoi. Enfin, c'était juste, ils vont se rencontrer, on s'est dit ah bah faut absolument filmer ça. Et en fait le soir où c'est sorti, je me baladais sur Facebook pour aller le foutre à droite à gauche et tout. Et puis j'ai vu dans ses fans une meuf qui s'appelait McDermott. C'est marrant, c'est le même nom que Gaz McDermott. Et comme Purdy est le batteur de McDermott depuis 45 ans, non-stop, j'ai voir un rapport et tout. Puis il a crêché à New York, lui étant canadien, je me suis dit mais un rapport et tout, puis c'est avec, c'est fini. On a commencé à discuter et à dire oui, tout New York, en décembre il fait un grand concert au Carnegie Hall et tout le 9 décembre. Et il fait des répètes avec Purdy en ville à Manhattan tous les vendredis. Venez, tout, pas de soucis, tout ça. Et puis elle avait kiffé grave et tout le truc de Purdy. Donc à partir de là, feu vert, quoi.
bon, on a discuté, on a commencé à préparer ça, puis on a trouvé la boîte de prod pour nous accompagner, donc du coup on va aller à fond la caisse là-dessus, quoi. Ça va être un road movie, ça va être aussi un film où on va voir les différents visages de New York, donc ça va être une traversée de New York dans les différents visages. Ça va être, ouais, comme je dis, un road movie, on va partir à sa recherche et on va partir du point de départ, on va filmer en fait l'histoire d'un musicien de jazz et avec des lunettes hip-hop par nos pieds. Parce que nous, Cat McDermott, quand on l'a découvert, c'était avec Busta Rhymes. Donc on va partir un petit peu du disque, des gens qui l'ont samplé, un cercle concentrique de plus en plus éloigné et se rapprocher de lui jusqu'à le voir lui. Parce que voilà, ce qui est vraiment intéressant, ce qui n'a jamais été documenté, c'est qu'il y a des tas de gens comme lui qui, pour notre génération hip-hop, sont des icônes pour un travail qu'ils ont fait malgré eux. Nous, quand on va voir Cat McDermott, Bob James, on est fasciné par eux parce que oh putain, t'as été samplé sur telle liste, t'as été samplé. Mais ça, si tu veux, c'est pas vraiment de leur fait, quoi. C'est un petit peu involontaire. Et nous, on peut documenter le fait, tu vois, qu'un artiste, à un moment, il devient une icône pour un travail dont il n'est pas vraiment responsable. Ça, c'est un truc super neuf, c'est un truc qui existe seulement avec la façon d'appréhender du hip-hop, qui a créé un nouvel état de fait. Ce qui fait qu'il y a des mecs, tu vois, ils ont fait leur carrière, c'est fini, ils sont vieux, et d'un seul coup, le téléphone sonne, on a envie d'aller partout parce que la génération hip-hop les a perçus encore d'une autre façon à réinventer leur travail. Et ça, c'est fascinant. C'est un truc, même dans le domaine de l'art, ça s'impose à tout le monde. Tu aimes la musique électronique, la peinture baroque et tout ça, c'est un truc que tu peux pas nier. C'est un truc qui n'existait pas avant, qu'on veut documenter, quoi. Et on veut aussi documenter le fait que c'est incroyable qu'il y ait des mecs du Bronx, de Brooklyn, des quartiers où tu dois te débrouiller par toi-même, qui sont les plus érudits du monde sur la musique, quoi. C'était Mathieu Rocher, Nicolas Venancio, Gasface, New York Minute, affaire à suivre. Yeah. Ciao.